À la fin du Paléolithique, il y a entre 30 000 et 15 000 ans, les chasseurs-cueilleurs peignaient sur les murs des grottes. En France comme en Espagne, le mammouth, le bison, le cheval ou encore l'auroch occupaient l'imaginaire de ces peintres. L'auroch, ancêtre sauvage des bovins, a été domestiqué plus tard au Néolithique, il y a à peu près 9000 ans, suite à une des plus grandes transformations du mode de vie des êtres humains, la transition du mode de vie de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur. Cette transformation s'est opérée au Proche et au Moyen-Orient, il y a entre 13 000 et 8 000 ans. À cette époque, les chasseurs-cueilleurs de cette région se sont sédentarisés. Ils ont domestiqué des plantes, puis des animaux, et ont commencé à construire des villages. L'importance de cet événement pour l'histoire de l'humanité explique pourquoi on l'appelle la révolution néolithique. Pour étudier la base biologique de l'espèce humaine en général et particulièrement l'évolution des humains et des aurochs, l'équipe de paléogénomique de l'Institut Jacques Monod à Paris analyse non seulement le génome des premiers agriculteurs en France, mais aussi celui des aurochs. Témoins directs de cette évolution, les os et les dents en cours de fossilisation. Ils sont originaires de gisements archéologiques bien étudiés, stratigraphiés et datés. L'ADN, si préservé dans les os au cours de fossilisation, est très fortement dégradé. Il est présent en très faible quantité et les molécules sont très petites. Nous avons montré que l'ADN, après le prélèvement des os, à partir du sédiment, se dégrade encore plus vite que pendant la préservation dans les sédiments. Et c'est pour ça que nous avons établi des protocoles de prélèvement sur le site pour conserver l'ADN, pour le traiter comme des échantillons frais, des échantillons biologiques. Nous allons donc prélever ici les os et les mettre dans une glacière afin de les donner dans des conditions qui permettent la conservation de l'ADN. Donc on va prélever un os qu'on a déjà identifié et dégagé de la coupe stratigraphique. Puisque l'ADN est conservé en très peu de quantité, il faut au laboratoire le multiplier. Ces méthodes sont très sensibles à la contamination avec l'ADN moderne, environnemental, dont notre propre ADN. C'est pour ça que mon collègue porte une combinaison, un masque, des gants, pour empêcher l'ADN qu'il porte sur lui d'être transmis sur l'os fossilisé qu'on prélève. Et c'est parti pour Paris. Les données paléogénomiques obtenues permettent ainsi la reconstruction du cours de l'évolution. Les ossements archéologiques dont l'ADN est bien préservé permettent aux équipes de recherche des études sur des espèces ou populations aujourd'hui éteintes. Ceci représente un défi méthodologique majeur et nécessite des conditions techniques très particulières. Avec mon équipe, on se rend sur le site pas seulement pour le prélèvement d'ossements, mais aussi pour comprendre la formation du site et sa taphonomie, c'est-à-dire les conditions de sa mise en place et aussi les conditions de la fossilisation des os. Et la collaboration étroite avec les chercheurs du terrain est très importante parce qu'eux, ils font la recherche du site pour comprendre la formation du site et pour nous transmettre tous les facteurs dont on a besoin pour comprendre. Ces conditions exceptionnelles de préservation permettent donc aux équipes de recherche une étude sur des espèces aujourd'hui éteintes. Ces études constituent donc un défi méthodologique majeur et nécessitent des conditions techniques très particulières. On dispose d'une toute petite quantité de molécules qui sont très endommagées et très petites. Il faut donc les multiplier, c'est-à-dire amplifier, en utilisant une technique qui est très sensible à la contamination par l'ADN moderne environnemental. Et ceci nous oblige de travailler dans un laboratoire de haut confinement et d'adopter des procédures expérimentales extrêmement strictes.
Pour empêcher la contamination de fausser les résultats de l'analyse, nous sommes obligés de travailler dans un laboratoire de haut confinement qui se trouve au 6e étage de l'Institut Jacques Monod, loin du laboratoire de biologie moléculaire où l'ADN moderne est analysé. Ce laboratoire est surpressurisé de manière à ce qu'il y ait un gradient de pression montant de l'entrée vers le fond du laboratoire pour empêcher des molécules contenues dans les aérosols d'y pénétrer. C'est particulièrement important dans la pièce où les réactions enzymatiques sont effectuées qui transforment les molécules d'ADN extraites en banques d'ADN que l'on séquence. C'est l'étape la plus sensible à la contamination par l'ADN moderne environnemental. Avant d'y entrer, nous enlevons nos vêtements quotidiens et enfilons des vêtements réservés au travail dans ce laboratoire confiné et lavés à l'eau de Javel qui dégrade l'ADN efficacement. Nous entrons dans le sas du laboratoire où nous enlevons la blouse qui a protégé nos vêtements de travail. Nous enfilons une combinaison, un masque, des chaussures javelisées avec des surchaussures jetables et nous changeons des gants que nous traitons aussi avec de l'eau de Javel. Puis nous passons à l'eau de Javel, tout objet rentrant dans le laboratoire. Dans la première pièce, nous préparons les eaux archéologiques. Ceci se fait dans une enceinte qui est nettoyée à l'eau de Javel après la préparation de chaque spécimen. À la fin d'une série, l'enceinte est irradiée aux rayons UV à très courte distance. Pour parfaire l'élimination de l'ADN contaminant, les enceintes sont en plus équipées d'un appareil brassant l'air en l'irradiant aux rayons UV et produisant de l'ozone attaquant l'ADN. Nous nettoyons la surface de l'os à l'aide d'un scalpel stérile pour enlever la partie superficielle qui est enrichie en inhibiteur de PCR et en ADN contaminant. Ensuite, nous procédons au prélèvement en sciant à l'aide d'un disque diamanté et décontaminé à la flamme. La poudre d'os qui est générée est aspirée par un aspirateur pour éviter toute contamination croisée entre les spécimens. Le petit fragment d'os que nous avons prélevé est broyé dans un cryobroyeur dans l'azote liquide à moins 195 degrés. C'est là pour éviter tout échauffement des molécules qui se produit inévitablement quand le matériel est réduit en poudre. Pour cela, nous introduisons le fragment d'eau dans le porte-échantillon du cryobroyeur rempli d'azote liquide et il est broyé dans un champ magnétique. La poudre d'os qu'on obtient ainsi est très fine et permet une extraction de l'ADN la plus efficace possible. Nous pesons la poudre d'os produite, 125 mg dans ce cas. Ensuite, nous entrons dans la deuxième pièce du laboratoire confiné et nous mettons une deuxième combinaison, une deuxième paire de gants et des chaussures. Puis, nous mettons la poudre en suspension en utilisant EDTA, un produit chimique qui lie les ions calcium de la matrice osseuse et la désintègre. Ceci libère les molécules d'ADN conservées dans la matrice osseuse. Cette étape expérimentale se fait dans une haute à flux laminaire pour éviter la pollution des échantillons. Pour bien resuspendre la poudre d'os, nous la mélangeons à l'aide d'un appareil que nous appelons vortex et qui permet de dissocier d'éventuels agrégats. L'incubation de la poudre d'os dans le tampon d'extraction prend entre 24 et 120 heures et s'effectue sur une roue qui assure une homogénéisation régulière de la suspension. Après l'extraction de l'ADN, celui-ci sera purifié par adsorption et désorption sur une matrice de silice. L'ADN purifié sera ensuite transformé en banque d'ADN.
Le pipetage des réactifs lors de cette étape sera effectué dans la troisième pièce où la surpression est la plus élevée. Après avoir changé combinaison, gants et chaussures une troisième fois, le pipetage sera effectué dans une hotte à flux lamellaire verticale. Cette hotte est irradiée aux rayons UV pour éliminer l'ADN contaminant. La construction des banques d'ADN se fait dans des plaques à 96 puits. Une fois la réaction enzymatique en cascade terminée, la plaque est fermée hermétiquement avec un film et est descendue dans le laboratoire moderne qui se trouve au 5e étage du bâtiment à côté de la plateforme génomique. En arrivant au laboratoire, nous changeons à nouveau les vêtements pour mettre les vêtements habituels ainsi qu'une blouse. Les banques d'ADN construites sont amplifiées. Une toute petite partie des banques non amplifiées est utilisée pour estimer la quantité d'ADN incorporée dans la banque. Après la première amplification de l'ADN, on ajoute aux extrémités des molécules d'ADN dans la banque une séquence différente pour chaque échantillon. Ceci permet de les reconnaître après le séquençage. On utilise un robot qui permet de traiter sans erreur 96 échantillons à la fois. Lorsque toutes ces étapes ont été réalisées, les banques sont purifiées à l'aide de billes magnétiques en utilisant le même robot. Les différentes banques sont rassemblées dans un seul tube pour pouvoir les séquencer. Avec un autre robot, on rassemble les banques dans 8 tubes liés entre eux, puis une pipette manuelle pour tout mettre dans un seul tube. On va ensuite mesurer la quantité d'ADN total contenue dans ce mélange, pouvant contenir plusieurs centaines de banques avec différentes méthodes. L'utilisation de robots permet de traiter beaucoup d'échantillons à la fois en très peu de temps. L'ensemble des étapes, depuis la construction de banques au labo fossile jusqu'au démarrage du séquençage, peut tenir en 2-3 jours. Une fois que l'on a bien quantifié le mélange des banques d'ADN, on en met une toute petite partie dans une cartouche de réactif. On la met dans le séquenceur avec une cellule de séquençage qui correspond à une chambre délimitée par 2 lames de verre ressemblant à des lames de microscope. Le séquenceur gère toutes les étapes enzymatiques permettant le séquençage de millions de fragments d'ADN à la fois. Ici, nous avons un séquenceur qui peut en séquencer environ 35 millions à la fois. Il en existe des plus puissants qui peuvent séquencer plusieurs dizaines de milliards de séquences à la fois et que nous utiliserons pour des analyses plus poussées. Ce séquenceur-là va produire ces 35 millions de séquences en moins d'une journée. Et donc on pourra dès le lendemain commencer à récolter les séquences d'ADN et les analyser. Pour analyser ces millions et ces milliards de séquences d'ADN, nous utilisons des ordinateurs puissants. Des lignes de code permettront de traiter efficacement cette très grande quantité d'informations et une panoplie de méthodes mathématiques et statistiques différentes sont utilisées. Les génomes qu'on génère à partir d'individus du passé, aussi bien des individus humains qu'animaux, sont très précieux. Ils nous fournissent l'information génétique de témoins directs de l'évolution, puisque ce sont les individus qui ont assisté à ces événements évolutifs qu'on veut analyser. On peut ainsi analyser des individus très anciens, qui ont quelques dizaines, voire des centaines de milliers d'années, comme les Néandertaliens, les mammouths, les Denisoviens ou encore les premiers sapiens qui sont arrivés en Europe. Mais on peut aussi analyser des individus plus récents qui ont que quelques milliers d'années, et par exemple les premiers agriculteurs qui sont venus d'Anatolie avec leurs animaux domestiqués, leurs plantes domestiquées et tous leurs paquets néolithiques pour introduire en Europe un autre style, un autre mode de vie, le mode de vie de producteur qui a remplacé le mode de vie chasseur-cueilleur qui existait avant. Et ce mode de vie de producteur, c'est toujours le mode de vie de nos sociétés actuelles. Les informations qu'on obtient des génomes anciens apportent un éclairage sur la situation du passé qu'on ne peut pas avoir avec les recherches archéologiques ou paléontologiques.
On apporte donc un éclairage qui est complémentaire aux recherches archéologiques et paléontologiques et il faut établir une collaboration vraiment étroite et quand c'est réalisé, c'est une collaboration fructueuse et passionnante.